tant que garant de la CNDP, vous avez préconisé des modalités de concertation au maître d'ouvrage, puisque, dans une concertation préalable, ce ne sont pas les équipes mêmes de la CNDP qui réalisent les activités d'information et de participation des publics, mais le ou les maîtres d'ouvrage en se basant sur les préconisations faites par les garants et les garantes. Quelles ont été les modalités d'information et de participation du public ? Disons que, comme une part du débat, c'était ce débat de fond. Pour conduire ce débat de fond, ce qu'on a préconisé, c'était des webinaires, 4 webinaires sur la concertation pour parler du cadre légal et réglementaire qui organise le captage, le stockage du carbone, les leviers de décarbonation du ciment. Donc il n'y a pas que seulement le captage, il y a d'autres leviers. J'ai évoqué là, le fait de ne plus avoir recours à des combustibles fossiles, voilà, c'est un des leviers de décarbonation importants. Le modèle économique, c'était un troisième webinaire, et tout ce qui était lié au stockage et à l'utilisation. Voilà, le stockage est une alternative au stockage qui serait l'utilisation du CO2. Donc c'était une dimension nationale finalement, on ne touchait pas un public territorialement concerné. Et au départ, les maîtres d'ouvrage, ils trouvaient que c'était beaucoup. Et ils avaient peur qu'il n'y ait pas de public. Et de fait, il y a eu du public. Donc voilà, ça a permis de toucher un public, et y compris un public territorial. Donc, on a constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient de la région de Fos. Et ça, c'est très lié au fait qu'il y a eu la concertation a été coordonnée avec le débat territorial Fosbert, qui a été une grosse dynamique, qui a beaucoup mobilisé le territoire, et donc concertation sur le Rhône décarbonation a bénéficié de cette dynamique, et où il y a eu beaucoup d'informations, de données, mais où les gens étaient demandeurs de beaucoup d'informations, y compris sur tous ces projets industriels nouveaux qui s'implantent sur la zone industrielle portuaire de Fos. Donc, il y a eu ces webinaires. Est-ce qu'il y a eu d'autres modalités ? On n'a pas innové beaucoup dans cette concertation préalable. Après, on a fait des réunions sur les aspects territoriaux, à la fois des réunions de proximité, des réunions publiques, qui ont bien marché au sud, y compris des réunions conjointes au moins une réunion conjointe avec le débat territorial, et des rencontres de proximité sur les marchés. Alors, je reviens sur des éléments de vocabulaire. Quelle est la différence entre réunion et rencontre de proximité ? Bon, les réunions de proximité, c'est les réunions qu'on a organisées proches dans le Nord-Isère, proche de la cimenterie, pour essayer de toucher les publics. Plaine de l'Ain et Nord-Isère, là, c'est un territoire assez petit. Par exemple, le PR2 du budget, il est à moins de 25 km à vol d'oiseau de la cimenterie, quoi. Donc on est dans les territoires où donc c'est ça, c'était d'être dans plusieurs villes, de tourner un peu pour essayer de toucher. Puis alors les rencontres de proximité, en gros, c'était aller sur les marchés. Bon, les termes sont pas consacrés, mais bon, donc c'était des réunions publiques mais territorialisées dans les villes, et on a bien séparé les deux zones. On savait qu'il y aurait personne de Fos qui viendrait dans les réunions dans le Nord-Isère et inversement. Donc c'est pour ça que je peux dire de proximité, on est resté dans le Nord-Isère et dans la plaine de l'Ain pour la partie nord, et autour de Fos, quoi, même à Fos pour la partie sud, on est resté donc proche, mais on a fait aussi des marchés parce qu'on touche un public différent. Voilà, c'est dans les réunions publiques, on a quand même soit des associatifs, des élus, des agriculteurs, mais voilà, des gens qui ont un intérêt assez direct à s'informer, à venir, puis des gens qui s'intéressent, voilà, mais on croise pas les personnes les plus lambda qu'on peut croiser sur les marchés, qui viennent parce qu'il y a un stand, ils passent là, ouais, on les accroche un peu pour discuter avec eux, et finalement souvent après la discussion s'enclenche, ça peut durer. Donc c'est des modalités très classiques de toutes les concertations et débats publics. Et puis dans les réunions publiques, alors ça a été assez différent dans le Nord, et dans la partie plaine de l'Ain, Isère, la mobilisation, surtout dans la plaine de l'Ain, était assez faible. Je ne sais pas si c'est parce que les gens c'était en parallèle du débat du budget, de PR2
du budget, qui avait quand même mobilisé pas mal des gens. Je ne sais pas si c'est pour ça, s'il y a une concurrence entre les deux. En tout cas, dans la partie sud, la concomitance et l'intégration de cette concertation dans les projets qui contribuaient au débat territorial, au contraire, créer une dynamique importante. Et pour les maîtres d'ouvrage aussi, parce que les maîtres d'ouvrage, notamment LNG et SPSE, qui sont des maîtres d'ouvrage de la zone de Fos, ils ont participé à toutes les réunions du débat territorial. Donc eux, ils étaient extrêmement impliqués dans le débat territorial, et donc ça a alimenté la concertation et leur ouverture au fait qu'ils étaient très ouverts à l'idée de concertation, de débat public, et qu'ils y trouvaient leur compte. Mais sinon, on n'a pas, dans le temps de la concertation, sur un projet complexe comme ça, on n'a pas essayé d'inventer des modalités plus innovantes qu'aurait pu se faire peut-être sur un projet plus simple. Là déjà, le temps de présentation du projet, c'était quasiment 1 heure. Et c'était difficile de faire moins. À la fin de la concertation, c'était beaucoup plus réduit, la présentation. Mais au début, il fallait rentrer. Puis après, quand on rentrait dans les aspects plus territoriaux, sur les canalisations, là aussi, ça prend du temps, parce qu'on est sur des cartes, on regarde par où ça passe, etc. Donc pour ça, les réunions de proximité, c'est assez adapté à ça. Et les sujets... voilà, on a fait ça, on n'a pas fait d'atelier. On aurait pu essayer de prendre quelques sujets sur le stockage géologique, des choses comme ça, faire des ateliers, mais c'était déjà un peu en bordure du projet. Donc on a fait un webinaire, on en a parlé, il y a des gens du BRGM qui sont venus parler, expliquer un peu en quoi ça consistait, etc. Bon, voilà, ça a été assez classique, donc comme format de concertation. Puis, il y a eu 2 modalités en direction des jeunes publics. On a fait un atelier avec un centre de formation professionnelle à Montalieu, le CFA de Montalieu-Versieux, donc qui est dans la ville où il y a la cimenterie, mais qui ne forme pas que des apprentis pour la cimenterie, qui forme à différents métiers. Et puis avec un lycée professionnel à Port-de-Bouc. Et donc ça a été vachement intéressant à chaque fois, les deux. Parce que voilà, c'est l'idée, les jeunes, ça leur donne des idées sur on touche à des questions de décarbonation de l'industrie, donc voilà, dans quel monde industriel, dans des régions industrielles qui savent ce que c'est que l'industrie, parce que leurs parents dans le Nord-Isère et comme à Fos, voilà, les jeunes, leurs parents, ils ont travaillé dans l'industrie, quoi, pour beaucoup. Donc ils se projettent aussi là-dedans, mais ce sera pas la même industrie que celle de leurs parents. Donc, ça c'était très intéressant, et c'est pour ça qu'on a poussé à ça. Alors c'est toujours un peu compliqué à monter. Avec un CFA, c'est un peu plus facile, mais on a essayé de faire quelque chose avec des universités, mais la concertation a eu lieu au printemps, c'était pas la bonne période, donc avec l'INSA à Lyon et puis le Polytech à Marseille, en gros, les profs avec qui on a discuté ont dit on n'arrive pas à mobiliser les étudiants parce qu'ils sont partis en stage, ils sont pas là, quoi. Et au printemps, ils sont déjà partis, quoi. En mai-juin, parce que c'était mai-juin, la concertation a démarré fin mars, mais le temps de mettre ça en route, on était déjà plutôt en mai-juin, et les étudiants, ils étaient pas là. Donc on n'a pas pu le faire avec les étudiants, on a essayé, mais on n'a pas pu le faire. Mais donc il y avait quand même l'idée de essayer de toucher un public, disons, de jeunes, dont on sait qu'ils viennent pas dans les réunions publiques. Merci. Est-ce qu'il y a un autre point sur lequel vous souhaitez revenir sur l'information et la participation des publics? Il y a une chose sur laquelle je veux revenir, sur l'information et la participation, c'est cette question des alternatives. Sur les projets industriels, c'est important parce que c'est dans le Code de l'environnement. Le Code de l'environnement dit que la concertation doit porter sur les alternatives, y compris ne rien faire. Voilà, donc c'est dans le code, donc il faut le faire. Mais en général, c'est extrêmement mal compris, parce que, et la formulation ne rien faire est peut-être pas très heureuse dans le code, parce que cette stipulation du code de l'environnement, elle ne veut pas dire que les maîtres d'ouvrage doivent ne rien faire et donc se retrouver à l'horizon du projet
par exemple en contradiction avec la loi, avec les objectifs du changement climatique. Les objectifs leur disent de réduire leurs émissions de manière très importante d'ailleurs à l'horizon 2030. Donc l'alternative, ne pas faire le projet, c'est pas ne rien faire et se retrouver hors la loi, en gros, en 2030. C'est d'envisager l'état du monde en 2030 si le projet ne se fait pas. C'est-à-dire comment ils peuvent faire. Et pour les cimentiers, ça voulait dire qu'effectivement, en 2030, ils ont d'autres leviers de décarbonation qui leur permettent d'être conformes aux objectifs qu'on leur demande, mais pas en 2050. S'ils font pas le captage en 2050, à moins qu'on invente une nouvelle manière de faire du ciment, ils n'atteindront pas ces objectifs. Dire les alternatives, c'est réfléchir aux alternatives industrielles. Est-ce qu'il y a d'autres manières de faire du ciment ? Et aujourd'hui, on parle de ciment sans clinker, mais c'est plutôt des ciments pour des niches un peu spécifiques. Le ciment, c'est des très gros volumes. On dit que c'est le deuxième produit le plus consommé après l'eau dans le monde. Donc il faut réfléchir en très gros volumes. Et donc on sait faire des ciments sans clinker, mais sur des petits volumes. Et sans doute on ne saura pas en faire au moins rapidement pour les volumes actuels de production. Et donc il faut penser ces alternatives comme alternatives industrielles, et une alternative et que dans l'étude de contexte des interlocuteurs syndicaux nous avaient alerté là-dessus, c'est de dire, puisque ce qui émet c'est de fabriquer le clinker, ce qu'on peut faire c'est l'importer le clinker, et donc faire les émissions ailleurs, et faire du ciment en France, mais sans émission. Et donc ça, et de fait, il s'est créé beaucoup de centres de broyage en France dans les 10 ou 15 dernières années. Donc, mais ça, les industriels, ils n'avaient pas trop envie d'en parler, quoi. C'était un peu compliqué, mais c'était, voilà, on leur a fait écrire quand même que c'était une alternative industrielle possible, c'est de faire des centres de broyage, y compris en fabriquant du clinker décarboné dans des pays où l'énergie est pas chère, ce qui n'est pas le cas en France, pour importer le clinker. Alors, de fait, ils y croyaient pas trop à cette alternative industrielle. Ça se pratique un peu, mais pas à très grosse échelle, parce que le clinker, c'est des cailloux quand même. Hein, donc, les transporter sur des grandes distances, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc voilà, mais c'est rentrer là-dedans, parler d'alternatives industrielles, et pas simplement de variantes techniques sur et la cryogénie, le captage, est-ce qu'on le fait de manière cryogénique ou d'une autre manière? Parce que là, il y a plusieurs alternatives techniques qu'ils étudient, ils en ont parlé, mais c'est pas des variantes au sens de, c'est pas des alternatives, c'est des variantes techniques, mais c'est pas des alternatives au sens du code de l'environnement. Du moins, comme je comprends le mot alternative dans le code de l'environnement. Et c'est vrai que souvent, on a l'image plutôt des projets linéaires où l'alternative, c'est une variante parce que de fait, si on est face à un projet routier, faire du chemin de fer à la place, en fait, c'est un autre projet. Et c'est pas le maître d'ouvrage routier qui peut parler de ça. Mais eux aussi sont confrontés à ça, c'est que les alternatives, souvent, ça les confronte à des choses qui sont pas leur métier. Et donc qui sortent de leurs compétences métiers. Et donc, mais ça, je trouve, c'est le rôle des garants de faire comprendre ça, et puis de comprendre les limites de ce qu'ils peuvent dire, de mobiliser. Dans les webinaires, c'est ce qu'on a fait, c'est d'avoir un pluralisme d'intervenants qui permettent justement de pas leur demander de parler de ce qui n'est pas leur compétence. Mais c'est comme pour le cadre réglementaire, on leur avait dit non, mais on va pas vous demander à vous d'exposer le cadre réglementaire, on va demander à l'État de venir exposer ce cadre réglementaire. Chacun parle de ce dont il est responsable, mais il faut une diversité d'intervenants pour que le public soit complètement informé. Alors, on a fait le tour du projet et de la concertation préalable. Le projet, aujourd'hui, il est en concertation continue. La concertation continue, c'est la période entre la fin de la concertation préalable et l'ouverture de l'enquête publique sur le projet. Durant cette période, la CNDP veille à la continuité de l'information et de la participation des publics jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. Avez-vous réalisé des recommandations dans votre bilan de la concertation préalable pour cette concertation continue qui a débuté récemment? Le bilan des garants insiste sur ce qui doit être conservé dans la concertation continue. Et donc c'est l'idée que la concertation continue, elle va forcément beaucoup plus porter sur les briques technologiques,
puisqu'elle est plus territorialisée d'une certaine manière, mais qu'il faut quand même qu'elle puisse porter sur le projet global. Donc il faut maintenir donc c'était une alerte un peu de dire il faut maintenir l'articulation avec le projet global et donc maintenir l'information sur l'avancement des études, sur l'évolution du marché, etc. Voilà. Puis évidemment, les enjeux, c'est aussi d'associer le public à tous les choix qui sont faits, même si c'est des choix industriels, donc des choses couvertes en partie par le secret commercial. Donc on est dans tous les projets industriels, c'est pas des projets publics, donc on n'est pas tout à fait dans le même rapport à l'information, notamment quand on avance vers la décision industrielle ou économique en tant que telle. On va terminer ce podcast par une dernière question. Au final, que retenez-vous de cette concertation préalable ? Ce que je retiens dans cette concertation, voilà, c'est quand même la capacité d'aborder un projet complexe et de travailler avec des maîtres d'ouvrage qui n'avaient pas l'habitude de la concertation et qu'ils en retirent eux-mêmes pour eux-mêmes. Ils ont trouvé que c'était utile pour eux-mêmes, que ça leur avait permis eux-mêmes de mieux appréhender leur projet parce qu'ils sont obligés de le présenter en public, de présenter toutes ces articulations et donc pas simplement de se présenter en rondognon comme différents maîtres d'ouvrage qui sont responsables de chacun une brique, mais de parler d'un projet global. Et ça, ils ont trouvé que c'était pour eux, c'était utile. Parce que ils sont capables, ayant un projet global, d'en parler avec les territoires après, et pas simplement d'une brique, on va faire ça dans ce territoire, mais on a un projet global, de le relier aux thématiques de la décarbonation, du changement climatique, etc. Donc je trouve que c'était ça l'intérêt de cette concertation et son caractère un peu spécifique par rapport à d'autres concertations. Et voilà. Je trouve intéressant ce que vous dites sur la coopération des maîtres d'ouvrage, le fait que la concertation préalable leur a permis de travailler ensemble. Si j'ai bien compris, c'est ça ? Oui, et de travailler ensemble. Ça, ils l'ont noté dans leur bilan. Voilà, ils ont appris à travailler ensemble, alors qu'au début, et c'était une équipe. Ils ont mobilisé. En gros, on était face à 25 personnes, pour les maîtres d'ouvrage, les 4 maîtres d'ouvrage. Alors, disons un noyau d'une quinzaine, et puis en tout, on a vu 25 personnes. Donc, ils ont mobilisé beaucoup de monde, parce que pour eux, je pense, en tout cas dans certaines entreprises, ils ont pris ça comme des formes d'apprentissage aussi. Merci Jean-Michel pour vos réponses et cet échange. Nous avons terminé ce retour d'expérience sur cette concertation préalable. Chers auditeurs, chères auditrices, à bientôt pour un nouveau podcast.